Moi, je l'ai toujours fait. J'ai toujours lu des histoires. J'ai toujours adoré ça. Et les enfants aimaient bien parce que c'était des moments choisis. Je me souviens d'un garçon qui me dit: Monsieur Richer, c'est pas tellement ce que vous racontez qui me plaît, c'est la façon dont vous le racontez. Perchissime, le magazine audio du Perche. Je suis Amélie Dague et je vous souhaite la bienvenue. Si vous connaissez des enfants qui ont vécu l'expérience dont il est question dans cet épisode, ils vous en ont certainement déjà parlé avec des étoiles dans les yeux. Lire et faire lire est un dispositif national particulièrement dynamique dans la communauté de communes Terre de Perche. Le principe est simple. Des bénévoles se rendent régulièrement dans des écoles et autres structures d'accueil de la jeunesse pour lire des livres à de petits groupes d'enfants. Et le résultat est bluffant. À mon micro, un duo. D'une part, Claire Francini, qui, sur l'impulsion d'Aline et Catherine de la médiathèque de la Loupe, a relancé le dispositif Lire et faire lire après la période Covid et le coordonne localement dans le cadre de ses fonctions au sein de la communauté de communes. D'autre part, Philippe Richer, ancien directeur de l'école de Fontaine-Simon, où il intervient aujourd'hui en tant que bénévole pour Lire et faire lire. Il nous explique ce qu'est Lire et faire lire, en quoi le dispositif est important et ce qui les anime, chacun, dans cet exercice. Bonne écoute! Lire et faire lire, qu'est-ce que c'est? C'est une association qui est parrainée par un écrivain, Alexandre Jardin. Donc cette association existe à de multiples endroits en France, avec des opérations qui sont dirigées quelquefois vers les prisons, pour le public des détenus. Et puis comme ici, c'est plutôt pour la jeunesse, tourné vers la jeunesse. Donc tous les lieux où il y a la jeunesse, ça peut être les écoles, les centres aérés, la crèche, etc. Donc moi, par exemple, quand j'ai pris ma retraite, je connaissais déjà cette association. J'avais lu quelques articles déjà. Je savais que ça existait. Et puis, Aline et Catherine, probablement de la même manière, en avaient déjà entendu parler. Et donc voilà, ça a dû commencer peut-être par Aline et Catherine qui ont dû dans un bulletin municipal faire passer une petite annonce et puis plusieurs personnes sont venues. C'est un programme national d'ouverture à la lecture et au travers d'échanges entre différentes générations. Et ça, c'est assez riche. C'est vraiment une relation gagnant-gagnant en fait, où c'est une lecture plaisir, autant pour les bénévoles qui lisent que pour l'enfant qui écoute. Pour l'enfant qui écoute, il n'y a pas d'attente pédagogique derrière en fait. Il va pas y avoir de questions sur as-tu compris le texte? Qu'est-ce qui s'en dit? Peux-tu me faire une synthèse? Ou qui est le personnage principal? C'est vraiment une lecture plaisir où il n'y a pas d'attente derrière. C'est vrai que souvent, quand on refait une communication à destination de potentiels nouveaux bénévoles, on vient lire comme on est. Je vois, Monsieur Richer, il est capable de lire allongé par terre, à plat ventre sur des coussins, d'autres assis en tailleur. On introduit la lecture comme on le souhaite, avec un peu de musique ou comme on le veut. Voilà, chacun le fait avec ce qu'il est. Et les enfants, ils aiment cela. Et que ce soit une personne extérieure, c'est aussi appréciable des enfants en fait. Et c'est vrai que du coup quand on a relancé, on était sur un petit groupe de bénévoles. Aujourd'hui on en a 16, dont presque la moitié sont nouvelles là de la rentrée scolaire. Donc oui, ça intéresse et les bénévoles qui nous rejoignent sont vraiment contents de ce que ça peut leur apporter et n'imaginaient pas que ça donne autant de plaisir et de satisfaction.
faire lire. Comment ça marche ? Chaque école a sa spécificité. Par exemple, une de nos collègues qui intervient aux Dames de Manou nous expliquait combien elle était choyée quand elle arrivait. Elle avait un canapé sur lequel elle pouvait s'installer. On lui a apporté le café avec peut-être quelques biscuits ou des choses comme ça. Bon, ailleurs, dans une autre école, il n'y a pas de local dédié. Donc on est dans une petite pièce annexe qui n'est pas forcément toujours aussi chaleureuse qu'une salle de classe, mais parce qu'il faut faire avec. Donc à Fontaine-Simon, on est toujours 2 adultes à intervenir en même temps. Ce qui permet donc aux institutrices, pendant la demi-heure de lecture, de n'avoir qu'une demi-classe, puisqu'il y en a entre 10 et 12 qui viennent pour la lecture. Donc dans une salle qui est leur bibliothèque, la dame qui intervient actuellement, qui est une nouvelle du groupe, Germaine, elle s'appelle, elle trouve son confort autour d'une table. Donc il y a des chaises, et les enfants sont tout autour, et c'est comme ça qu'elle se sent bien. Moi, j'interviens dans la salle informatique, donc il y a des tables, des bancs, etc. Donc quand moi j'arrive, je déplace quelques tables, je déplace quelques bancs, et j'installe sur le sol des tapis de gymnastique qui sont à ma disposition. Donc quand les enfants arrivent, ils quittent leurs chaussures, et on est tous en chaussettes. Aujourd'hui, il y a une petite fille qui m'a dit « Est-ce qu'on peut se mettre pieds nus ?» Alors j'ai dit qu'on attendrait un petit peu, qu'il fasse un peu plus chaud. Donc voilà, on s'installe sur le tapis, et selon le livre que je vais lire, si c'est un album, eh bien je le mets au milieu. Et puis comme dans les images de l'école des loisirs qu'on voit quelquefois dans les bibliothèques ou dans les écoles, il y a tous les petits nounours, enfin c'est les enfants là qui sont tout autour, qui peuvent regarder les illustrations. Moi c'est comme ça que je me sens bien, comme je fais avec mes petits-enfants à plat ventre. Mais si c'est un livre sans illustration, un roman par exemple, je peux être assis sur le bord d'un banc, et puis ils sont là, attentifs. Alors, certains sont assis, certains sont couchés, certains sont à plat ventre. Quelques-uns entreprennent parfois de chahuter, de jouer, etc. Mais bon, si je leur dis que si la lecture ne les intéresse pas, ils sont pas obligés de venir. Comme ça, ils comprennent tout de suite qu'ils sont mieux là. Donc, il n'y a pas de problème de discipline. Du tout, les enfants sont attentifs, et moi je les laisse bouger, s'allonger, etc. Et puis bon, j'aime bien raconter aussi le fait que je suis ravi quand il y a des enfants qui s'endorment. Et des élèves de CM2 qui s'endorment, quelquefois en 10 minutes, ils dorment, mais alors certains font semblant. Il y en a qui font semblant de dormir, parce que il y a une sorte de tradition qui se fait comme ça. Mais il y en a certains qui s'endorment. Et je me demandais pourquoi. Et puis un jour, j'ai eu un petit éclat, enfin une petite bougie. Je me suis dit que peut-être c'était des enfants qui avaient l'habitude d'écouter des histoires à la maison le soir, au moment de s'endormir, et que là, qu'ils se retrouvent dans la situation de l'endormissement. Et je raconte une histoire, et ils s'endorment. Alors, eux, ils perdent le fil de l'histoire, mais c'est plutôt un rapport à la lecture que plutôt le livre lui-même. J'ai lu, par exemple, il y a quelques années, des extraits des Misérables à des élèves de CM2. Et j'avais expliqué à ces élèves que c'était un livre que j'avais lu quand j'avais leur âge, puisqu'à l'époque, on se lançait dans des grands livres très tôt, enfin tous ceux qui aimaient la lecture. Et que ce livre, Les Misérables, m'avait bouleversé quand j'étais enfant. Et je leur avais dit, vous allez voir, quand je vais vous lire certains passages, ma voix va se troubler. Je ne peux pas faire autrement. J'ai une telle émotion. Quand Jean Valjean prend le sceau de Cosette, ou quand Gavroche meurt sur les barricades, je leur ai lu ces passages, et effectivement, ça ne manque pas. À chaque fois, je verse quelques larmes. Et je pense que les enfants ne vont pas se souvenir nécessairement de Cosette et Jean Valjean, nécessairement de Gavroche, sauf s'ils l'étudient au collège après, mais ils vont se souvenir qu'il y a un vieux monsieur qui était capable d'être ému par des mots dans un livre. Et c'est plus ça que j'essaye de faire passer.
Pourquoi est-ce important de lire aux enfants ? Ouvrir un livre permet d'ouvrir vers d'autres mondes et au travers de la lecture, on peut être transporté dans différents univers, autant de l'imaginaire comme du réel, et on peut découvrir plein d'autres choses en fait. Et c'est vrai, cette action, elle est vraiment très importante parce que je pense que le temps de lecture au sein du foyer familial, malheureusement, à mon avis, se perd au fil des années, et c'est très important qu'on lise auprès de tout petits, parce qu'on a des bénévoles qui lisent en crèche ou au sein de maisons d'assistantes maternelles. Les tout petits, avant même qu'ils aient le langage et la compréhension des mots, sont portés par un rythme de lecture et sont réceptifs en fait aux histoires. Et c'est vraiment important, ça donne le goût de la lecture, et c'est vrai que si on montre pas cet exemple aux enfants et aux plus petits, c'est vrai que c'est difficile ensuite pour eux d'avoir le réflexe de prendre un livre et de l'ouvrir. Qui sont les bénévoles de Lire et Faire Lire ? Aujourd'hui, on a 16 bénévoles, des personnes de plus de 50 ans. Sur les 9 structures d'accueil, on a 6 écoles. Donc, bien entendu, il faut être disponible sur du temps scolaire. Donc, on a 6 écoles primaires, un DAM et une crèche et une maison d'assistante maternelle. Bien souvent, maintenant, les bénévoles, même dans toutes les structures, font pas partie de l'équipe éducative en tant que telle. Mais quand ils arrivent, ils sont connus, reconnus de tous les enfants, des instituteurs, des personnes encadrantes. Il y a un lien qui se tisse. Oui. Non seulement à l'école, mais en dehors aussi. Ah oui, quand vous allez faire vos courses, vous êtes repéré et étiqueté. Mon épouse intervient à l'école de Mossé avec uniquement les petits de 3 ans, les plus petits. Ensuite, en moyenne section, grande section, peut-être petite, moyenne, grande section, les enfants ont d'autres activités. Donc il faut attendre plusieurs années avant qu'ils aient à nouveau l'occasion d'écouter des histoires. Mais ces tout petits enfants la reconnaissent en faisant les courses, et elle l'appelle par son prénom, et elle dit, alors quelquefois j'entends Michel, Michel, Michel. La maman est surprise parce qu'elle n'a pas identifié mon épouse comme étant une intervenante de l'école, puisqu'elle vient qu'une demi-heure par semaine. Et donc mon épouse explique, et les enfants sont contents de voir qu'elle existe aussi en dehors de l'école, quoi. Que préférez-vous dans le dispositif Lire et Faire Lire ? En fait, c'est un projet qui est fluide, tout se met en place naturellement. Moi, j'ai des bénévoles qui sont là, qui sont ravis d'être là. Ils sont comblés par le dispositif. Et à chaque fois qu'on se retrouve, parce qu'on se retrouve pour faire un bilan en fin d'année scolaire, on se retrouve en début septembre pour relancer un peu la machine. Et c'est vrai qu'au travers des témoignages, je sens qu'il y a quelque chose en termes de relations humaines qui se passe, qui est riche et qui est nourrissant. Et c'est la satisfaction que ça peut apporter aux bénévoles. Et c'est vrai que j'échange moins avec les structures d'accueil, si ce n'est par email ou par téléphone, lors des bilans. Mais de ce qu'elles me disent, que ce soit au travers des instituteurs ou des responsables de structures, les enfants sont ravis. Les enfants sont vraiment très contents. Donc c'est la satisfaction que ça peut donner de part et d'autre. Et ça c'est chouette, des projets comme ça. Et redonner le goût de la lecture en plus au travers de cela, je trouve que c'est important. On ressent aussi chez les enfants peut-être l'impression de vivre un moment privilégié parce qu'ils ne sont que 4 ou 5. Et ils prennent ça un peu comme un dessert. C'est un peu un dessert, quelque chose qu'on leur apporte. Et parfois même, ils voudraient aller plus loin. Certains voudraient lire. Ils voudraient lire des histoires. Ou certains voudraient parler. Il y a des enfants qui sont
qui ont envie de parler, qui ont besoin de parler. Quand on est enseignant, on le sait, dans la classe, il y a toujours des enfants qu'on est obligé un petit peu de freiner parce que sinon, ils seraient intarissables. Et qu'il faut donner un peu la parole à tout le monde. Mais c'est un moment comme ça où ils peuvent exister, s'exprimer. Quand j'étais enseignant, je lisais beaucoup d'histoires. Je lisais des histoires. Dans les dernières années, ça fait une dizaine d'années que je suis à la retraite, 12. Les dernières années d'activité, dans les programmes et instructions, on avait remis ces programmes de lire pour les enfants. Mais moi, je l'ai toujours fait. J'ai toujours lu des histoires. J'ai toujours adoré ça. C'était le soir, par exemple, avant de partir, lire quelques histoires. Et les enfants aimaient bien, parce que c'était des moments choisis. Je me souviens d'un garçon qui me dit « Monsieur Richer, c'est pas tellement ce que vous racontez qui me plaît, c'est la façon dont vous le racontez. » Et effectivement, c'est quand on est passionné par quelque chose, comme ça, donc la lecture. Alors ça remonte peut-être à très loin. Moi, j'ai un souvenir d'un professeur quand j'étais en sixième. En sixième, le professeur nous lisait les mémoires de Cadichon, de la comtesse de Ségur. Et c'est le seul professeur que j'ai jamais connu, parce que même à l'école primaire, je ne me souviens pas que les maîtres nous lisaient des histoires. Et lui, il nous lisait des histoires. Et c'était un moment important, parce que dans ma tête, c'était que lui, ça lui faisait plaisir, mais il voulait transmettre quelque chose. Les autres professeurs aussi, chacun dans son domaine, mais voilà, lui, c'était axé sur la lecture. Alors moi, j'aime bien aussi retrouver ce plaisir-là. Ce plaisir-là. Et puis pouvoir leur faire partager des choses, leur lire des livres. Je vais peut-être vous étonner. J'ai lu la semaine dernière des extraits du dernier prix Goncourt de Kamel Daoud, Ouri, ça s'appelle, alors que c'est un livre sur la guerre civile en Algérie. Mais il y a un passage où un personnage qui conduit sa voiture dans le désert, qui a pris en stop une des héroïnes, et qui raconte son enfance avant la guerre. Il était fils d'un libraire, et le papa était pris par les livres au point de négliger son épouse. Il avait une deuxième épouse, c'était la librairie. Et la maman se venge en lessivant la librairie à grands seaux d'eau, et les livres se liquéfient, et c'est magnifique. C'est magnifique, ce sont des pages magnifiques. J'ai pris la précaution de dire aux enfants que c'était un livre qui parlait d'un sujet très sérieux, de guerre, etc., mais que les souvenirs de cet homme étaient liés autour du livre, et j'ai pu lire ce passage-là. Et donc, un jour, plus tard, ils reliront ce livre-là, et donc il y a des pages magnifiques dans ce livre-là. Et quand je l'ai lu, je me suis dit, je raconterai ce livre-là, je racontais ce livre-là aux enfants. Êtes-vous à la recherche de bénévoles pour lire et faire lire, même en cours d'année scolaire ? Alors, on en cherche toujours des bénévoles. Oui et non, ça fonctionne par année scolaire, oui, bien entendu. Mais là, je vois, j'ai 2 nouvelles bénévoles qui ont débuté dans une école, là, au mois de janvier. Et s'il y a des nouveaux bénévoles qui se manifestent en dehors du mois de septembre, on les intègre en renfort au fur et à mesure sur les structures où il y a besoin. Et s'il y a besoin aussi, on peut solliciter des nouvelles structures pour accueillir des bénévoles. Je vois, on a des nouvelles bénévoles. Alors je dis nouvelles parce qu'on a peu d'hommes, on a beaucoup de femmes. On en a des nouvelles sur Thiron-Gardé, aux alentours de Thiron-Gardé. Et c'est vrai qu'on a à cœur de pas faire beaucoup de routes non plus aux bénévoles pour leur confort. Et on a pu solliciter des structures proches de leur domicile pour leur confort. Alors la plupart répondent positivement. Et c'est comme ça qu'on crée le couple bénévole structure d'accueil. Donc on en recherche toute l'année et on les accueille à bras ouverts.
Qu'est-ce que vous aimez dans la lecture ? C'est du temps pour moi, en fait. Jusque-là, c'est vrai que quand on est maman, on travaille, on a peu de temps à s'accorder. Et en fait, c'est mon temps à moi. Ça me permet d'être autre part, d'ouvrir une porte sur un autre univers. Et ça fait du bien, c'est ressourçant. Et je me suis remise à lire pour ça, pour m'accorder du temps et me faire plaisir. Et du coup, j'ai des enfants qui font pareil, mais c'est génial, qui reproduisent. Moi, c'est très lié à mon enfance. J'étais dans une famille modeste, on n'avait pas de livres à la maison. Ça se faisait pas, il n'y avait que à l'école, et encore, il n'y avait pas de bibliothèque à l'école, il n'y avait que les livres de classe. Et puis, ma sœur aînée est tombée malade, et à l'époque, il fallait qu'elle reste alitée pendant plusieurs mois. Et la pharmacienne avait sympathisé avec maman. Elle avait des grands garçons. Chaque fois que maman allait à la pharmacie chercher les médicaments, elle revenait avec une pile de livres. Et donc ma sœur et moi, c'était la caverne d'Ali Baba quand maman revenait de la pharmacie, parce qu'il y avait des livres, et on a pu lire, et à partir de ce moment-là, moi j'ai toujours lu tous les livres que ma sœur lisait, je les lisais derrière elle, et donc c'est comme boire et manger. Moi j'ai l'impression de lire, je fais partie de ces gens, je suis pas tout seul, on est nombreux comme ça, quand on lit tout. On lit tout, on est chez le médecin, on lit les affiches qui sont dans la salle d'attente, on est dans le bus, on lit le règlement du bus, ou des choses comme ça. On lit les boîtes de céréales quand on est petit, enfin, toutes ces choses-là. Donc, voilà, c'est important la lecture. Au fur et à mesure que ma vue baissait, que j'ai dû changer mes lunettes, j'ai jamais lésiné pour choisir la qualité des verres, parce que pour moi la lecture, la vue, c'est vital. Que peut-on souhaiter à Lire et faire lire ? Encore plein d'autres bénévoles, plein d'autres partenariats, des structures demandeuses, et puis plein de petites oreilles encore à venir, que ça perdure en fait. Peu importe les gens qui vont, qui viennent, qui arrivent, qui repartent, que ça perdure, et que ça donne surtout l'envie de lire aux enfants. Moi, j'aimerais bien, par exemple, qu'il y ait le futur prix Goncourt qui dise « quand j'étais petit, à l'école, il y avait un vieux monsieur, une vieille dame qui venait nous lire des histoires et je m'endormais à chaque fois qu'il y avait l'histoire, mais j'espère que je vais réussir à endormir des gens. » Enfin, je sais pas, quelque chose comme ça. Il y a des choses plus simples qui arrivent... un grand qui a grandi et qui se souvient de ce moment-là, alors qu'il a vécu plein d'autres moments, mais celui-ci l'a marqué. Voir un enfant qui s'endort aussi, ça c'est formidable. En plaisantant, je disais à la directrice, en fait, je devrais me faire payer chaque fois que j'endors un enfant, parce que je fais la nounou, mais je gagnerais beaucoup d'argent, parce que Alors après, il faudrait voir si j'arrive à les endormir en lisant une recette de cuisine, ou des choses comme ça. Il y a un rapport au livre, cette envie de partager auprès aussi du jeune public, et ce que ça peut créer comme émotion derrière. Comme vous le dites, il y a des enfants qui s'endorment, d'autres qui auraient envie de prendre votre place. Oui. Et je suis certaine qu'au travers, après ces lectures-là, je suis certaine qu'il y en a qui jouent à Monsieur Richer dans leur chambre, auprès de leur petite sœur ou petit frère, et rien que ça c'est génial.
C'est la fin de cet épisode. Si vous souhaitez en savoir plus sur l'action de Lire et faire lire dans la communauté de communes Terre de Perche, contactez Claire Francini par email à l'adresse enfancejeunesse@terredeperche.fr, terre avec un S. Si vous aimez Perchissime, parlez-en autour de vous et suivez son actualité sur Instagram, Facebook ou LinkedIn. Merci pour votre écoute et à très bientôt.